Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC. Émission au cours de laquelle nous allons décortiquer un sujet d'actualité, à savoir la visite de 3 jours effectuée au Royaume-Uni par le président Félix Tshisekedi dans le cadre du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Pour en parler, nous avons 4 invités sur ce plateau. Nous avons M. Jérémy Moulard Ilunga, qui est analyste politique, M. Dieudonné Mwamba, consultant et conférencier. Ensuite, nous avons Mme Angèle Makombo, qui est présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC en sigle, et M. Jojo Jibikilai, journaliste au Journal de la Ville. Le Journal de la Ville, c'est un média... Effectivement, c'est un magazine quotidien qui fait bien évidemment le journal télévisé et en partenariat avec plusieurs chaînes qui évoluent au niveau local et qui sont des chaînes partenaires. Voilà, comme je vous avais dit, d'entrée de jeu, nous allons parler de président Félix, de sa visite au Royaume-Uni dans le cadre de sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, mais nous allons plus nous focaliser, on va dire, sur le discours qu'il a eu en face de son auditorat, qui est la diaspora congolaise. Alors, Monsieur Jérémy, un voyage qui aurait coûté plus de 19 millions de dollars au trésor public. Qui aurait coûté plus de 19 millions de dollars, voilà. C'est ce que rapportent les médias. Ouais, ce sont les médias qui le disent, mais il faut vérifier. Et de toutes les façons, les dépenses du président de la République, ce sont des dépenses publiques. Donc tout le monde peut aller consulter la chaîne de dépenses et voir combien le président a dépensé. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore pu vérifier, donc je ne peux pas affirmer ou infirmer ce que les médias disent, mais je sais qu'il y a eu une très forte délégation, et ça c'est vrai, le président est sorti avec une très forte délégation, avec des membres de son cabinet, il y a la NAPI, il y a différents ministères, il y a aussi beaucoup de gens, je voudrais me taire de ce point-là, mais ce qui est vrai... Vous vous taisez, moi je ne peux pas le faire, parce que dans la délégation composée de 232 personnes, pour un sommet de 2 à 3 jours seulement, 116 délégués des structures publiques, 45 délégués des structures privées et 71 personnes représentant divers secteurs concernés. Alors, la question qui ne vient pas de moi, hein, mais qui vient du même site qui l'a publié, Presse Libre, Libre Presse plutôt, la question est de savoir que vient de faire le coiffeur du président Félix Tshisekedi et les collaborateurs de Madame Denise dans cette délégation. C'est à vous que je pose la question, Monsieur Dieudonné. Je n'ai pas très bien suivi cette partie de l'actualité, mais quand même, vous avez dit 232. C'est quand même trop. Oui. Je ne sais pas... Ce qui a coûté plutôt 19 millions de dollars au trésor public. Pour un voyage de 3-4 jours, 19 millions de dollars, le pays a des problèmes de trésorerie. Je pense que c'est quand même trop. Eh bien, comme je n'ai pas très bien suivi sur cet élément-là, je ne sais pas très commenter, mais quand même, nous devons faire un effort dans ce pays pour économiser, en fait, d'investir ce genre de somme d'argent dans des choses prioritaires pour la nation. La mission, oui. La visite et la délégation, oui. Mais 232 personnes, je ne sais pas qu'est-ce que ce monde va faire là-bas. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas tout le détail, mais je pense quand même que c'est un peu trop. Il faut qu'on commence à diminuer quand même le train de vie des institutions. Je pense que c'est pour le bien de tout le monde, sans vouloir offusquer personne. Bon, je prendrai lecture de ce détail pour avoir un peu une idée plus claire après. Je vous l'enverrai, Madame Angèle. Des voix s'élèvent pour dire que trop c'est trop. On n'a jamais vu cela, ni autant de Kabila, ni autant de Kabila le père, ni autant de Mobutu. Qu'est-ce qui se passe avec Félix Tshisekedi qui avait dit de mettre le peuple au centre? Moi, j'avoue que j'ai vu des chiffres, on parlait de 300 et quelques, et j'ai vu dans le compte Twitter du porte-parole de la présidence, il disait non, c'est pas 300 et quelques, c'est 116.
Et j'ai entendu, vous avez cité aussi un... 116 délégués des structures publiques. Ensuite, il y a 45. Plus, voilà. Oui. Moi, j'avoue que j'ai été choquée. Oui. Je ne le cache pas. Pourtant, ce pouvoir, ce changement de régime, nous l'avons voulu et nous le voulons toujours, nous le soutenons. Mais je pense que, et j'ai eu à souvent dire que oui, il y a des choses à faire, à rectifier dans ce pays, mais l'exemple doit venir d'en haut. L'exemple doit venir d'en haut et je suis d'accord avec M. Dieudonné qu'il faut faire des économies. Il faut absolument réduire le train de vie de l'État. Il faut déjà dans notre budget, l'actuel, je n'ai pas les chiffres exacts, mais le dernier budget sous le président Kabila, on déplorait déjà que 40% environ du budget national voilà, allait dans les institutions politiques. Non, on ne va pas faire clamer les économies, mais dans la réalité, ne pas faire des économies. Et je me dis que dans cette délégation, j'ai vu en diagonale, hein, je me suis aussi posé la question, pour un voyage de 3 jours, je pense que les collaborateurs étaient peut-être là en équipe d'avance, mais je pense que le président est arrivé pour les 3 jours. A-t-il besoin d'un coiffeur? Voilà, est-ce qu'on ne peut pas se coiffer avant d'aller en voyage? C'est toutes ces interrogations. Et je l'ai dit sur un autre plateau de télévision, vous savez, le peuple d'abord, pour avoir toute sa signification, c'est aussi dans ce genre de choses. Parce que la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont les hauts cadres, les hauts fonctionnaires, ont voyagé en business class, minimum, si pas en first class. Donc c'est des coûts supplémentaires, plus le per diem sur place. Non, c'est vraiment trop. Il faudrait réduire. Et ça me fait penser un jour aussi, j'ai vu un cortège du chef de l'État. Je me suis interrogée juste comme ça. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas réduire ce cortège? Parce que qui dit cortège, qui dit il faut payer les chauffeurs, il faut payer le carburant, il faut payer il faut que... L'entretien de tout ça. Voilà, il faut qu'ils gèrent le pays en bon père de famille, comme nous on fait dans nos familles, quand... à la rentrée ou quoi, il faut remettre les enfants à l'école, etc. Nous serrons les vis partout. Donc, ça doit aussi venir d'en haut. Et c'est comme ça que le peuple verra, il y a réellement un changement au sommet de l'État et le soutiendra davantage. Alors, M. Jojo, en tant que journaliste, votre analyse sur la question. Madame, je crois que je vais essayer un tout petit peu d'aborder, pas dans le même sens que mes prédécesseurs, mais je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est dit, il faut prendre certaines informations avec beaucoup plus de réserve. Je ne voudrais pas m'attaquer à nos confrères de presse ligne, mais nous savons tous que l'organe de presse en question a une certaine obédience qui n'est pas forcément proche du gouvernement, du régime actuel, s'il faut le dire comme ça, ne soutiendra pas à 100% les actions de l'actuel chef de l'État, mais si il s'avère que c'est vrai, toutes ces informations, moi je pense que c'est quelque chose à condamner, à déplorer. Madame vient de le dire tout à l'heure, effectivement j'ai également lu à travers la toile qu'on parlait d'une affaire de 300 personnes. Là on nous parle de 232. Bon, oui, 300, on a parlé de 300 personnes et j'ai également lu le titre du porte-parole du président de la République, qui a d'ailleurs non seulement rectifié en disant qu'il s'agit de 116 personnes, mais il a énuméré avec précision le nombre. Il a parlé de 4 députés provinciaux, 4 gouverneurs, si je ne me trompe pas. Il a donné des précisions avec des chiffrés sur les personnes qui ont été des organisations de la société civile et des entreprises privées qui ont accompagné le chef de l'État dans cette visite. Mais il faut aussi noter que ces gens l'ont rejoint au Royaume-Uni et je pense que ceux qui sont allés là-bas devraient aller pour participer au forum, des gens qui vont aller en tant qu'experts. Mais si on parle d'un coiffeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas. Ou bien des collaborateurs de Madame Denise. Oui, Madame Denise, ça peut se comprendre parce que lorsque nous avons vu la vidéo du chef de l'État s'adresser à la diaspora congolaise, elle était là.
Et vous savez, certainement, c'est une dame qui Oui, s'élance dans les affaires. C'est un forum qui concerne des investisseurs. Probablement, c'est vrai qu'elle n'est pas officielle, mais probablement qu'elle est allée en tant que femme qui gère une structure qui a besoin des partenaires, des investisseurs pour faire avancer le pays dans une certaine mesure. Mais je pense que sa présence peut se justifier dans ce sens-là. Mais le coiffeur, en tout cas, moi je ne vois pas pourquoi. Il doit aller, qu'est-ce qu'il va aller faire? Est-il devenu investisseur ou pas? Mais bon, on va avoir des précisions du côté de... Peut-être que notre président a une forte pilosité, on va dire. Il faut se coiffer chaque 2-3 jours. Non, je voulais revenir dans les précisions que le chef de l'État avait fournies sur son compte Twitter. Non, le porte-parole. Le porte-parole. Est-ce qu'il avait précisé le nombre de la délégation? Oui, exactement. 116. Il a dit le total. 300, je ne sais pas d'où vient ce chiffre, mais le total c'est 116. Ok. Et même 116, c'est beaucoup. C'est déjà quand même beaucoup, mais je suis quand même d'accord avec vous sur l'aspect de les news sur la toile. Hein. Il faut faire attention parce qu'il y a deux gens. Mais là, c'était le porte-parole lui-même. Hein, là, ce sont des précisions. C'est important quand même qu'il ait apporté cette précision. Parce qu'il y a aussi des gens qui écrivent juste pour nuire. Il y a des fake news, il y a de tout et n'importe quoi. Ils s'appuient sur un élément vrai, mais quand même, 116 personnes, c'est déjà quand même. On va revenir sur ce discours. Sur le chiffre de 19 millions, il faudra qu'on arrive à avoir des précisions. Mais vous savez que la RDC se distingue, c'est toujours distingué dans de très fortes délégations. J'étais à l'ONU pendant plus de 20 ans, et bien, notamment la délégation féminine qui arrive au mois de mars, la délégation congolaise était la plus importante. C'est toujours comme ça, madame. Même ici, tout le monde veut voir le pays. dans les réunions, les conférences, les séminaires, entre une institution régionale, on dit, voilà, on veut 60 personnes. La RDC a toujours dépassé le chiffre. Parce qu'il y a beaucoup trop de commerçants que de politiques. Hein. Il y a voilà, il faut le dire, il faut faire acheter, il faut venir vendre. C'est pas, dans le but premier de il faut dire aussi qu'il y a un certain temps, il y avait ce phénomène Ngoulou aussi, et on profitait des conférences. Alors, on va revenir sur le discours qui a soulevé vraiment, on va dire, un certain tollé, surtout sur la toile et dans l'opinion publique. Plusieurs personnes disent que le président Félix parle beaucoup à l'extérieur, qu'il est, on va dire, il s'étend vraiment, donc on se laisse aller et tout ça. Alors, monsieur Jérémy, qu'en pensez-vous? Ça, c'est une évidence aussi, mais sauf que une bonne partie de followers du président se retrouve ici au pays par rapport au nombre qui était au niveau de la salle à Londres. Ça veut dire, lorsqu'il s'adresse, même s'il est à l'extérieur, il s'adresse aussi à ceux qui sont restés au pays. Mais il le fait à l'extérieur, pourquoi? Comme nous venons tantôt de le dire, il y a beaucoup d'informations qui circulent au niveau de la toile. Et d'aucuns ne le savent que Londres, c'est une zone rouge. Hein, c'est une zone rouge où les combattants font, en tout cas, la loi de l'autre côté. Il devrait nécessairement s'adresser à la diaspora congolaise parce qu'il y avait des points à éclairer. Il devait éclairer la lanterne de nos compatriotes vivant à l'extérieur, qui ont une information peut-être autre que ce que nous avons ici et qui ont peut-être une information déformée, comme c'est une source autorisée. Il a ce devoir-là de parler. On ne peut pas l'interdire, on ne peut pas le lui interdire qu'il puisse s'adresser à ses compatriotes congolais qui se trouvent à l'extérieur. Et moi je dis, il a parlé de l'actualité. Il a parlé sur des sujets qui faisaient l'actualité, qui font l'actualité maintenant même. Voilà, alors, monsieur Dieudonné, vous pensez que c'était vraiment nécessaire d'employer tous ces mots qu'il a employés pendant tout ce discours, combat de tabac par exemple, là c'est en parlant des combattants et tout, voilà, donc de parler autant, vous pensez que c'est pas juste un marketing qu'il est en train de faire de sa personne?
Bon, écoute, la façon de moi je vois la chose, hein, c'est que, bon, il se dégage un élément, c'est que, je crois, des reprises, il y a eu, lors du voyage du chef de l'État aux États-Unis, lorsqu'il avait lancé la fameuse phrase ou le fameux mot de déboulonnage. Donc, quand il était aux États-Unis, ça avait eu un effet retour ici au pays très fort. Il y a également ce discours qu'il a entretenu à Londres, mais l'impression que ça donne, c'est qu'il choisit, lorsqu'il est à l'extérieur, de lâcher certaines choses, oui, qui en fait agitent un petit peu le climat politique ici et dans le pays. Mais pourquoi ne le fait-il pas ici? Bon, c'est ça. Est-ce que c'est calculé? Est-ce que c'est occasionnel? C'est comme ça. L'opportunité même de cette communication, c'est pour savoir est-ce que le cabinet de chef de l'État a prévu ça, son directeur de communication, son communicateur a revu la note que le chef de l'État avait préparée pour s'adresser à la diaspora congolaise à Londres. Je ne sais pas, est-ce que c'était une improvisation, mais quelle que soit la nature de la chose, mais comme l'ami venait de le dire, il doit savoir que le feu retour, c'est ici, au pays, et ça commence à prendre une allure, enfin une attitude de... Pourquoi il ne parle pas ici? Pourquoi il ne dit pas? En fait, les matières qui ont été traitées, les points qui ont été soulevés par le chef de l'État... Oui. Comme la dissolution de l'Assemblée, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé ici? Devait faire l'objet d'une communication nourrie au sein de son cabinet, revue par son directeur de cabinet, son chargé de communication, hein, pour peser l'impact, les conséquences de telles déclarations. Je ne sais pas si on s'est consulté au niveau de son bureau. Parce que maintenant, ici, en fait, ce que je constate qu'après ces déclarations, il y a eu, en fait, les points qui ont été traités par le chef de l'État, ce sont des points d'actualité dans le pays. Parler de balkanisation, de Banyamulenge, ce sont des choses qui importent à la nation, qui devraient traiter ici, dans le pays, dans un conseil quelconque au niveau du Parlement ou ailleurs. Mais la manière dont ça s'est passé, et je ne sais pas si c'était opportun de le faire de la manière dont ça s'est passé, oui. Ça c'est la question. Ouais. Alors, Madame Angèle, le président Félix Tshisekedi serait-il devenu partisan de, on va dire, de l'effet tension? Les gens se posent cette question. Mais moi, je voudrais d'abord... Oui, parce qu'on va nous montrer tout à l'heure la vidéo de Madame Janine qui a répondu aux propos du chef de l'État et qui n'a pas tardé à le faire. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais oui. Je vais essayer d'être brève. La première des choses, je voudrais quand même saluer cet effort que le chef de l'État a de entrer en contact avec la diaspora congolaise. J'ai vécu plus de 25 ans à l'étranger. Laissez-moi vous dire, sous les 18 ans du président Kabila, il est passé souvent, notamment à New York pour l'Assemblée générale. Il évitait les Congolais comme la peste. Il ne rencontrait pas les Congolais. Mais le président Félix Tshisekedi, partout où il va, il a ce souci de rencontrer la diaspora congolaise. C'est une bonne chose. Et la diaspora congolaise, elle a des attentes, elle a soif de l'entendre. Mais maintenant, en tant que chef de l'État, vous allez parler de questions très sensibles que vous n'avez pas soulevées à l'intérieur du pays avant de sortir. Et la manière dont vous le posez, ça fait débat. Et ça crée des controverses, tensions. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce genre de tension? Et ces questions sensibles, on dit oui, c'est de l'actualité, mais encore faut-il choisir les termes. Quand vous savez combien la question de la balkanisation est sensible au cœur de tout Congolais. Et aller à l'étranger dire ceux qui font de la balkanisation leur affaire, il a dit quelque chose, il
Il a balayé d'un revers de la main. Oui, non. Parce que même si lui, en tant que chef de l'État, a certainement des informations que nous n'avons pas, a avancé sur ses dossiers, etc. Mais il ne nous a pas encore préparé à ses conclusions. Donc, il y a un cheminement à faire. C'est très, très sensible. Les questions de la nationalité, les questions des Banyamulenge. Il y a des Congolais qui vivent dans leur chair les conséquences de ce fameux génocide rwandais. Moi, j'étais aux Nations Unies à l'époque, fonctionnaire aux Nations Unies. J'ai vu un Rwandais que nous accueillons dans la communauté congolaise comme notre frère congolais pendant des années. Quand on faisait des fêtes, n'importe quoi, il était toujours là. Du jour au lendemain, bombardé, ambassadeur du Rwanda à l'ONU. Et moi d'ailleurs, j'étais parmi ceux qui, puisque c'était vraiment un ami, un frère, j'étais en train de le défendre. Je disais, mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Son président nouveau le nomme, bon, c'est un poste intéressant, il ne peut pas refuser. Mais une fois qu'il prend ses fonctions, quelles sont ses positions envers notre pays? C'est là où il y a problème. Il n'y a pas seulement les Banyamulenge sont là depuis des décennies. Nous voulons bien, mais il y a une question d'allégeance. L'allégeance, vous êtes maintenant congolais, mais vous répondez toujours à votre pays d'origine. Donc tout ça bouscule les Congolais. Et quand le chef de l'État ne nous a pas préparés à ses réflexions, à ses conclusions, et boum, on le voit depuis Londres dire ça, eh bien ça crée des tensions. Bon, inutile. C'est pour ça que je vous posais la question, s'il était partisan de la tension. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que chaque institution y mette du sien pour que, malgré que cette coalition, on sait qu'elle est un peu fragile. Oui, qu'on y arrive. Alors, avant de parler justement de la coalition avec Monsieur Jojo Jibikilai, nous allons, le président Félix a parlé de dissolution de l'Assemblée nationale au cas où on le pousserait à bout. Alors, on va regarder les propos de Madame Janine Mabunda qui a répondu à cette question de dissolution de l'Assemblée nationale, et ensuite Monsieur Jojo répondra à la question qui va s'en suivre. Sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte, et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut, et donc nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels. Pensez-vous, M. Jojo, que c'est un recadrage au président de la République? Effectivement, c'est vraiment la réponse du berger à la bergère, puisque Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, en tant que responsable de l'institution concernée à travers les propos du chef de l'État, ne pouvait que réagir. Et réagir de la sorte. D'abord, premièrement, parce que elle était concernée, et deuxièmement, parce qu'elle est d'une autre famille politique que celle du chef de l'État.
J'allais revenir sur le sujet qui venait d'être abordé tout à l'heure, mais comme à la télé on a la contrainte du temps, je vais rapidement aller sur la question que vous m'avez posée. Il faut relever une chose, c'est que la Constitution de la République démocratique du Congo autorise au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais cette dissolution doit se faire selon un certain nombre de paramètres et des préalables prévus par la Constitution. Le chef de l'État ne pourra pas dissoudre l'Assemblée nationale un bon matin comme ça quand il se réveille, mais non, il faudrait créer une crise. Je crois que Mme Mabunda l'a dit tout à l'heure, il faut que la crise soit persistante entre le gouvernement de la République et l'Assemblée nationale. Sommes-nous dans le cas de figure? Non, même le président s'il a dit qu'il ne voudrait pas créer de crise. Hein. Voilà. Et puis, j'y vais lentement pour essayer de peindre un peu le tableau. Mais attention, je crois qu'aujourd'hui les gens s'agitent un peu pour rien. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il veut dissoudre l'Assemblée nationale, il n'a pas dit qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale dans un futur proche. Il a dit, il a constaté qu'il y a des gens qui veulent créer des crises. Mais si ces gens persistent et poursuivent dans cette mésaventure à chercher à créer une crise pour bloquer les actions et du gouvernement et du chef de l'État, c'est en ce moment-là qu'il va se retrouver dans une situation où il est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas dit, il n'a pas intérêt actuellement à pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale puisque nous ne sommes qu'à une année de sa législature. Nous ne sommes pas encore dans une période. Oui, nous ne sommes pas encore dans une période où, comme lors de la législature passée, il y avait des motions incendiaires, des motions alimentaires intempestives entre certains membres du gouvernement. Adressé à certains membres du gouvernement, bien évidemment, par des députés nationaux qui voulaient rendre de compte aux ministres. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore des accrochages entre les deux partenaires. Et je vois mal qu'il y ait une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale parce qu'ils sont tous de la même famille politique. Madame Mabunda l'a même dit, s'il y aurait une crise, je pense que l'Assemblée nationale n'allait même pas investir le gouvernement. C'est absolument contradictoire et l'Assemblée nationale n'allait même pas voter le budget que le gouvernement est venu présenter à la chambre basse du Parlement ou au Parlement de manière générale. Alors pourquoi avoir répondu aux propos? Pourquoi n'avoir pas laissé passer? Moi je comprends la réaction de Mme Mabunda du fait que c'est quelqu'un qui est, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, c'est la bouche autorisée, c'est elle qui est l'instance, plutôt la personnalité décisionnelle de cette chambre, de cette institution. Et comprenez aussi, si vous apprenez qu'à peine vous venez d'entrer en fonction et qu'on veut dissoudre ou effacer carrément votre institution, vous ne pouvez pas rester tout bonnement, silencieusement. Alors, M. Jérémy, il y a une mauvaise lecture alors du discours du président, alors on va le dire. Je dirais que Madame l'honorable Janine peut-être s'est allée vite en besogne au lieu de bien analyser le discours. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a souligné. Il dit, il n'y a pas crise. Et j'ai pas envie d'en créer. Je n'ai pas envie ou besoin de créer des crises. Je n'ai même pas l'intention. Mais si on me pousse à bout, je serai contraire. Et ce que madame doit savoir aussi, que les pouvoirs exceptionnels que la Constitution de notre pays attribue au président de la République le place au-dessus de la mêlée. Madame, si elle veut le ramener dans ses duels partisans, ça sera rabaissant. C'est rabaisser le niveau même des politiques congolais. Si madame veut vraiment aller dans ce duel-là, hein, de ces duels politiques-là, ces duels partisans. Et le président a été bien clair dans ses propos. Il a dit certains ministres, et lorsque madame parle du gouvernement, que s'il y a crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, la seule personne qui peut constater une crise constitutionnelle, c'est le président de la République, puisqu'il en est le garant. Il est le garant des institutions. Donc c'est à lui de constater qu'il y a crise. Et de deux, lorsque madame dit que c'est entre le Premier ministre et le Parlement, mais c'est faux. Archi faux. Qui préside les conseils des ministres? N'est-ce pas le président de la République? Comment peut-il présider un organe auquel il n'est pas membre? Le président est partie
partie prenante du gouvernement. Sauf qu'il ne répond pas devant le Parlement. Mais c'est lui qui gère le gouvernement. Parce qu'il en préside le Conseil des ministres. En cas de son absence, il peut maintenant déléguer la présidence au Premier ministre. Mais en fait, il incarne même le gouvernement. Il a raison quand il dit qu'il peut révoquer, lorsqu'il a dit qu'il a un stylo rouge, c'est vrai. Et moi, je pense que c'est une erreur de jeunesse politique, et ça ne m'engage que moi. Madame s'est vite allée en besogne, pensant qu'on veut lui retirer... elle est quand même rodée, hein, madame. On veut lui retirer le pain de la bouche. Mais au fait... S'il y a crise, le président est en droit. Et lorsqu'il parle de l'article 148, en tout cas, je ne suis pas constitutionnaliste, mais j'ai quand même lu cet article-là. Madame aussi nous a amené dans le bac. Hein. Il a dit deux choses qui ne sont pas vraies aussi par rapport à cet article-là. Alors, monsieur Dieudonné Mwamba, certains ministres subiraient des tensions. Voilà, c'est ça que le président a dit. Des pressions, oui, justement. Le mot revient. Pression. Voilà, subiraient des pressions et s'en seraient confiés au président. Alors, en dévoilant cela, Félix Tshisekedi ne met-il pas à nu la fragilité de la coalition qu'il a toujours défendue jusque-là? Bon, en fait, le sujet même sur cette question de dissolution du Parlement et la réaction, l'opportunité même du chef de l'État d'avoir évoqué ça, cette rencontre pose quand même un problème. C'est-à-dire que s'il n'y a pas pas même de malaise, mais il y a des problèmes, pourquoi évoquer ça? Il dit qu'il n'y a pas de crise. Un public, oui. Il n'y a pas de crise, mais si on le pousse, et par la suite, il rajoute que voilà, il y a des ministres qui sont venus se confier à lui, qu'ils subissent des pressions. Et en dehors de ça, Madame Janine Mabunda avait évoqué ce qui est publié sur le média, que le 13 janvier, le président de la République à l'Union africaine les avait réussi avec le président du Sénat et il avait évoqué ces problèmes, il avait discuté avec eux sur cette question de dissoudre. Pourquoi donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est sorti comme ça du néant. Il y a des malaises, il y a des problèmes. On en avait parlé, je crois, à une des émissions que je t'ai passées ici. Au niveau de la coalition, on dit qu'il n'y a pas la coalition de beaux jours devant nous, mais en réalité, même ce que le président vient de déclarer, à son niveau, ça reflète quand même qu'il y a des problèmes entre les deux plateformes politiques pour la gouvernance. Donc, je dirais même la réaction même automatique de Madame Janine Mabunda, eh bien, nous entrons dans ce ping-pong politique, dissolution, destitution, et je disais l'autre fois, nous tendons vers les chaos, l'impasse, parce que si ça se déclenche, eh bien, où est-ce qu'on sera? À qui va profiter le chaos, la crise? C'est ce qu'il faut analyser ici. Mais, en tout cas, je pense que la déclaration du chef de l'État reflète quelque chose qui ne va pas. Oui. Essentiellement, foncièrement, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette coalition. Mais ce qu'il faut, c'est que les politiques nous évitent de ralentir, de tuer le développement, d'éviter l'émancipation de la population. Depuis les origines de ces pays, c'est toujours le peuple qui paye le prix de toutes ces querelles. D'ailleurs, à la conception, à l'origine même, la gouvernance de ces pays a toujours été contre la population, commençant avec le Léopold lui-même et à l'arrivée des indépendances, surtout après le président Mobutu. On espérait cette fois-ci que, voilà, au moins on a une chance pour que le pays se mette en route, l'alternance pacifique, tout s'est bien passé, et tout de suite après, paf, ça commence encore à se connaître. Vous voulez dire rapidement quelque chose avant que je voudrais rebondir suivant le propos de Madame Mabunda, qui aujourd'hui au moins reconnaît
qu'il y a douleur sociale. Et pendant 18 ans, elle ne l'a jamais reconnu. Tout allait bien. Lorsqu'on veut dissoudre on propose, on se dit, lorsqu'on se dit de dissoudre l'institution où elle gagne un peu, elle dit qu'il y a douleur sociale. Mais pendant les 18 ans... Elle parle des inondations à Lemba. Non, mais pendant les 18 ans où elle a été au pouvoir, est-ce qu'il n'y avait pas douleur sociale? Ministre du portefeuille. Ministre du portefeuille. C'est elle qui nous a amené aujourd'hui à ce que la SNEL soit ce qu'elle est aujourd'hui. La régie des eaux. Avec le fameux copyrep, hein, avec le fameux copyrep, les réformes des entreprises publiques. Hein. C'est elle qui nous a amené. Elle ne peut pas crier aujourd'hui à la douleur sociale pendant qu'elle en est actrice. Alors Madame Angèle, pour ceux qui disent, qui ont toujours clamé haut et force de la MOCA que Félix Tshisekedi était un président nommé, que c'était Kabila qui tirait les vraies ficelles. Alors dites-moi, serait-il devenu un pion ingérable? Non, pas du tout. Nous savons qu'il travaille dans avec cette coalition et que ce n'est pas aisé. Mais comme disent les anglo-saxons, his own man, il s'assume en tant que chef de l'État. Donc mais pour en revenir à ce que madame, cet échange, comme vous avez dit, ping-pong, je trouve, c'est bon, comme je l'ai dit, que le chef de l'État communique avec la diaspora, mais il faudrait que cette communication soit un peu bien structurée. Bon, c'est vrai que la diaspora, elle veut entendre les questions d'actualité, elle veut connaître la position du chef de l'État. Donc, le chef qui se déplace comme ça, il y a une question, quand il va parler à la diaspora, qu'est-ce qu'il va bien dire? Il doit bien dire des choses intéressantes qu'ils veulent entendre. Mais même dans ces choses intéressantes d'actualité, je pense qu'il y a la forme, la façon de le présenter. Et quand vous dites oui, visiblement il y a malaise, oui, il y a malaise. Nous l'avons vu par exemple quand il a nommé les mandataires. Que ça n'a pas voulu être le ministre en charge n'a pas voulu exécuter. Donc on sent bien qu'il y a malaise. La gratuité, nous les uns et les autres qui parlons, on a aussi des amis au FCC. Vous sentez bien, ils se disent que cette gratuité, c'est une trop belle aubaine pour le chef de l'État. Ça va le hisser, le rendre populaire. Il faut que ça échoue. Donc nous savons bien. Donc je n'ai pas été étonné d'entendre que le président dise, que certains ministres lui disent que on leur demande on fait pression. De saper les actions. Exactement. Bon, mais est-ce qu'il fallait qu'ils le disent comme ça depuis Londres? Je doute. Mais maintenant, moi je blâme Madame Mabunda. C'est Monsieur Jojo, hein? Vous avez eu à dire non, c'est parce qu'elle est chef de cette institution, Assemblée nationale, son travail est menacé, etc. Non, il faut de la hauteur en politique. De la hauteur. Félix Tshisekedi est chef de l'État. On ne le recadre pas devant les médias comme ça. Il s'exprime, vous n'avez pas à le recadrer. Et elle dit une chose que j'ai trouvée insultante. Qui n'est pas juriste qui veut. Ça veut dire quoi, ça? Il n'y a pas que ça aussi. Elle a dit que je n'attends pas à être à l'extérieur du pays pour répondre. Voilà, non, j'en viens. Ça veut dire quoi? Donc, quand on est chef de l'État, on n'est pas économiste. Donc, on ne peut pas s'exprimer sur l'économie. On peut pas. Et il n'a pas des conseillers. J'ai trouvé le ton condescendant. Je l'ai trouvé déplacé. Et en plus, elle dit, elle évoque la haute trahison. Elle dit non, je ne prends pas position, mais j'évoque juste. Mais enfin. Donc c'est le tic au tac, quoi. La confrontation, il faut faire monter la fièvre jusqu'à ce que... Non. Moi, je suis juriste. Je ne suis pas peut-être experte constitutionnaliste, mais notre constitution est basée sur la constitution française. Et les crises, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une crise, on tire... dans la rue, etc. Les crises politiques, oui, ça existe. Le blocage, si Félix Tshisekedi, président de la République, se rend compte que son action, il n'arrive pas à la mener, parce qu'il y a chaque fois des blocages,
il est en droit de dire Il y a crise, je vais dissoudre. Et non invoquer la haute trahison depuis qu'on a eu à violer la Constitution. Madame Mambunda, là, ne parlait pas de haute trahison. Donc, quelque part, ça fait très arrogant, ça fait très condescendant, ça fait très déplacé. Et je pense que ça ne l'élève pas en tant que président de l'Assemblée nationale de tenser comme ça le président de la République, même si vous ne l'aimez pas, même s'il n'est pas de votre famille. Justement, au vu maintenant donc, il est temps qu'il rabaisse cette température qui est en train de monter, comme on dit, pour travailler l'année de l'action, travailler pour le peuple congolais. Oui, madame, j'allais ajouter un petit rien pour ajouter à ce que madame Angèle a dit. Hein. Bon, la déclaration de madame, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je pose quand même la question. La présidente de l'Assemblée nationale a dit il n'y a pas conflit entre le gouvernement et le Parlement. Et de toute façon, dans le cas de figure, il n'y aura jamais de conflit entre le gouvernement et le Parlement parce que le gouvernement émane, c'est l'émanation du Parlement. C'est sur cette base qu'on a composé le gouvernement. Le Premier ministre qui est du FCC et le FCC qui est majoritaire au Parlement, le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Vous voyez? Alors, si au niveau, il y a problème, je l'ai dit, il y a problème entre la présidence et le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'il n'y a pas un conflit direct entre l'institution présidente de la République et le Parlement, mais par le biais du gouvernement, il y a un affront avec... en fait, il faut donner la matière aux spécialistes, constitutionnalistes pour interpréter, mais quand même, il y a un élément dans ce sens-là. Au vu de ce ping-pong, comme vous l'avez appelé, auquel sont en train d'assister, M. Jojo, dites-moi, vous pensez que Félix Tshisekedi a vraiment cet impérium que la Constitution lui donne de dissoudre ce monde? Aujourd'hui, s'il faut parler de la faiblesse, permettez-moi de le dire comme ça, du cash, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir la majorité parlementaire. Et la force, oui, et la force la seule et la principale force du FCC, c'est évidemment cette majorité parlementaire qui lui permet de se taper le torse et de se permettre certaines choses au niveau de la classe politique congolaise. Je crois que c'est, à mon humble avis, le chef de l'État finira par dissoudre cette Assemblée nationale parce qu'il se veut avoir une majorité. Le faire. Voilà pourquoi maintenant, Mme Mambunda ayant compris, et le FCC en général, ils brandissent l'article 165 de la Constitution pour dire, en cas de violation intentionnelle de la Constitution, le chef de l'État est accusé de haute trahison. Ça, c'est une façon de lui faire pression, de l'inquiéter, oui, pour lui dire que nous avons une arme. Voilà. Mais également, pour revenir un tout petit peu sur la dissolution de l'Assemblée nationale, je crois que la présidente de l'Assemblée nationale, dans ses propos, je ne voudrais pas dire ignore, mais elle n'a pas tapé juste dans certaines dispositions. Le chef de l'État, c'est bien... il est vrai qu'il doit consulter le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le Premier ministre avant de dissoudre l'Assemblée nationale, mais la personne consultée n'est pas nécessairement ou obligatoirement celle qui doit prendre la décision. La décision reviendra au chef de l'État. Donc, les avoir rencontrés le 13, puisqu'elle a dit, le 13 janvier, ils ont été reçus par le chef de l'État pour en parler. C'est déjà une consultation. Et le chef de l'État peut prendre cette décision à tout moment, sans même attendre leur autorisation. Il n'a même pas besoin de leur avis pour le faire. Moi, je crois qu'elle devait jouer plutôt à l'apaisement. Je l'ai dit au départ, les gens s'agitent pour rien. Félix Tshisekedi n'a pas dit qu'il va dissoudre directement l'Assemblée nationale. Et malheureusement, madame s'est emportée dans cette tension, alimentée bien évidemment par les médias, dans cette tension sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Elle ne devrait pas le faire. Mais pour revenir à votre question, je crois que de plus en plus, le chef de l'État voudrait affirmer son impérium. Parce que, vous savez, depuis belle lurette, on ne fait que dire que, surtout du côté de la Mouka, que c'est un pantin, c'est une marionnette. Alors, Félix Tshisekedi voudrait... Il y a même une interview
d'un journaliste français qui a posé cette question, mais il a répondu clairement pour dire que si j'étais une marionnette, je n'allais pas permettre aux exilés politiques de revenir, je n'allais pas libérer certains prisonniers politiques, je n'allais pas, notamment le cas de Moïse Katoum, qui, pour le FCC, est une bête noire et qui ne devrait même pas fouler ses pieds ici sur le sol congolais. Donc je crois que pour répondre à tout ça, j'estime que les déclarations récentes du président de la République de la dissolution ou même de corriger avec le bic rouge certains membres du gouvernement qui voudraient saper son action gouvernementale ou sa vision, c'est juste pour répondre à toutes ces personnes qui estiment que Félix Tshisekedi n'a pas l'impérium. En parlant de bic rouge justement, est-ce que ça nous renvoie au mot déboulonnage? À l'époque, on avait parlé on disait que c'était pas des personnes, c'était des institutions. Même les gens avaient trouvé que le président, en disant, en citant ce mot-là aux Nations Unies, était vite à Kinshasa en rentrant. C'était comme s'il avait voulu un peu s'expliquer parce qu'il aurait été convoqué nuitamment. Ça, c'est ceux de la Mouka qui le disent. Alors, bic rouge égale déboulonnage de personnes, puisque là, il s'agit des ministres qui veulent saper. Oui, madame, je me rappelle sur ce même plateau, dans une des émissions l'année passée, je crois la dernière, j'avais dit que si le président a pris le soin de ramener l'équipe gouvernementale au niveau de Mbouela Lodge, c'était pour recadrer les choses. Non, ça vous parle de Zongo. Et de Zongo plutôt. Oui. C'était pour recadrer les choses. Et je vous avais dit que l'année prochaine, pour cette année, il y aura des sanctions positives ou négatives de part des membres du gouvernement. J'avais bien dit que ceux qui ne se savent pas être capables de travailler avec le président. Mais il y a un terme qui existe dans le dictionnaire. Pourquoi nous, lorsqu'on arrive sur ce terme... Nous n'avons pas cette culture. C'est le terme démission. On ne menace pas de démissionner carrément. On démissionne. Il ne faut pas menacer. Si vous continuez, je démissionne. Moi, je prends le cas de Madame Mabunda aussi, qui pouvait bien démissionner, disant que non. C'est que le président a dit, je ne suis pas d'accord, je ne voudrais pas travailler dans cet environnement. Je refuse et puis je démissionne. C'est un peu plus loyal et c'est un peu plus correct que ça. C'est ce que je disais tantôt à ceux qui disaient, bon, moi je ne suis pas du Lamouka, je ne me fais pas porte-parole de Lamouka non plus, je ne fais pas porte-parole de Cash, mais c'est que l'on doit savoir, c'est que l'on doit savoir, dans ce pays, on ne nomme jamais un président. Ça c'est saper, hein, les âmes de ceux qui sont morts. J'étais des discrédits sur les institutions même. Non, mais vous savez combien de personnes ont fait couler leur sang. Ne parlons pas de Thérèse Kapangala, ni moins de Rossi Chimanga. Mais il y a de ceux qui sont inconnus, qui sont morts, des anonymes. Ils ont versé leur sang pour qu'il y ait ces élections. Et lorsque quelqu'un qui vient, pendant qu'une personne sous la pluie est allée voter, je me dis, pourquoi cette dualité-là? Accepter une élection et réfuter l'autre. Parce que toutes les élections se sont passées avec la même machine à voter. Pourquoi on accepte les résultats des législatives, des provinciales, et on ne veut pas accepter les résultats des présidentielles? Il faut qu'on se pose cette question. Et je dirais que s'il n'était pas président, en tout cas, les permutations qui se sont faites dans les FRDC, dans la police, n'allaient pas se faire. Hein. Personne n'en parle, les prouesses des FRDC dans l'Est. Personne n'en parle. On prend autre chose. Mais il y a des populations, aujourd'hui, moi je suivis, heureusement je suivis sur France 24, il y a un monsieur qui dit aujourd'hui, je peux rentrer chez moi à la maison. Je peux travailler, je peux aller dans les champs. Ce qui n'était pas possible. J'ai lu aussi quelque part, je crois que c'est sur actualité.cd, on disait que ça faisait 4 ou 5 jours qu'il n'y avait plus de tueries à Béni. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais il faut quand même, ayons cette culture-là d'encourager le bon jeu. On ne fait pas l'opposition contre une personne. L'opposition, on l'a fait contre des idées. Des valeurs républicaines. Et ce sont des valeurs qu'on doit défendre.
Alors c'est peut-être que là où on dit que quand on dit que les petits esprits parlent de personnes, voilà. On se pose la question, est-ce que nous sommes toujours... Alors avant de parler de balkanisation, puisqu'il en a parlé de balkanisation, il y a Stéphane Agnini, qui est un blogueur, qui a dit c'est dans la discrétion que s'opèrent les actions les plus concluantes. Alors on a l'impression que le président Félix a tendance à dire je vais. Pourquoi ne le fait-il pas un peu comme opérer, on va dire, son prédécesseur qui était assez, qui laissait planer le suspense. Il pose des actes et puis il ne parle pas beaucoup. Pourquoi ne se révérend-on pas un jour et l'Assemblée est dissolue et on se dit pourquoi alors le président dirait que c'est à cause de ça. Et on verra l'effet boomerang. Mais là, justement, on va se plaindre aussi, on va se plaindre d'une façon dictatoriale de gérer le pays. Comment on s'est plaint? Mais vous savez, si vous... Non, il faut informer, mais il faut savoir comment l'informer. D'abord, savoir le timing. La communication d'un chef de l'État est quelque chose qui nécessite un scénario. On dit on le va le faire à tel endroit, à tel moment, et puis devant un tel public. Et puis, ce que je vais dire doit obéir à un script vraiment bien déterminé. Et là, c'est là où ces conseillers en communication devraient jouer un rôle. Oui, Président, parlez balkanisation, mais dites ça plutôt comme ceci. Parlez Banyamulenge, mais il faudrait dire, c'est comme ça. Enfin, on revient à cette question sur la communication. Beaucoup de gens sur ce plateau, plusieurs de mes invités vraiment déplorent cette communication. Oui, c'est-à-dire il est entouré autant de spécialistes du domaine, de communication. Des professeurs même. Des gens qui ont de l'expérience. En plus de cela, je crois que tout cela s'est fait sous la direction, la supervision du directeur de cabinet, qui est un chevronné dans la politique dans ce pays, qui sait, qui connaît certainement qu'est-ce qui est communiqué politiquement. Là, c'est un excellent communicateur aussi. À des erreurs récentes. Donc il n'a pas la latitude de corriger. Voilà. Donc c'est devenu un foyer de gens qui se laissent aller dans des communications. Je ne sais pas si... On ne peut pas se laisser aller à ce niveau-là. Alors, M. Dieudonné, quand on est en coalition avec certains partenaires, dites-moi, est-ce que la communication de votre entreprise, de votre, on va dire, de votre personne, vous devez la laisser à la personne, à une autre personne, ou bien vous devez la conserver? Quand vous êtes en coalition, vous parlez de cash par exemple, ou du FCC cash? Oui, non, je parle même dans d'autres, même du FCC cash. Pourquoi est-ce que la communication se retrouve à l'UNC par exemple? Même si l'UNC fait partie du cash, pourquoi la communication n'est pas restée dans l'UDPS? Donc, dans le cas d'espèce, la coalition cash, les deux partis, ils se sont fondus en une entité. On a réparti le poste, je crois que c'est en fonction des compétences et d'expertise. Mais il se présente que la plupart des communicateurs à la présidence sont du cash. Je ne sais pas, il y a M. Lorca Bonga qui est... C'est le directeur de la presse présidentielle. Oui, qui est de l'UDPS, je crois. Oui, il est de l'UDPS. De l'UDPS. Oui. Mais apparemment, il n'est pas assez... actifs ou pointués sur terrain. Et ce sont les communicateurs venant de l'INC qui sont... Il y a aussi monsieur, le pasteur... Paul Diakessé. Oui. Bon, mais lui aussi, il s'est fait remarquer une fois avec... une erreur de communication. On peut être diplômé en communication, etc. Mais la communication politique, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, mais ce que j'allais dire, madame, c'est qu'il y a un problème de communication, madame, même de l'organisation. On peut être diplômé en journalisme, parce que les gens dont nous parlons là sont diplômés en journalisme. C'est vrai que le journalisme fait partie de la communication, c'est vrai, mais la communication quand même à certaines choses. Bon, enfin, bref. Mais il y a un déficit. Oui. Je ne sais pas si c'est un déficit ou c'est le chef de l'État qui improvise à sa manière. Est-ce qu'il a le syndrome de Donald Trump où il se met debout, il lance quelque chose? Peut-être quand on crie Fachi, béton, Fachi, vous savez quand la salle est en train de vous salmauder comme ça. Je ne sais pas, mais moi je pense qu'à ce niveau,
à ce niveau de la chose, hein, de la gouvernance, par rapport à cette coalition même, il faut faire attention à la manière de communiquer. Il faut s'assurer que ce que je vais dire, et surtout quand c'est le chef de l'État, il faut s'assurer que la communication, ou alors il faut s'attendre. Je vais dire ceci et il y aura tel effet, tel impact, tel effet retour. Ou c'est connu, c'est calculé, ou alors c'est improvisé. Je ne sais pas. Je ne sais pas entrer dans la peau du... Bon, nous allons parler balkanisation maintenant. Et les Banyarwanda, les Banyamulenge, toutes ces personnes, d'où viennent-elles? C'est vrai qu'il y en a qui sont nés à l'époque Kabila, qui ne connaissent pas ce phénomène-là. Alors, nous avons un petit, on va dire un petit récit dessus. Parfois même un enfant. Ils se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes. Burundi, Ouganda, Tanganyika et provinces congolaises du Kivu. Ils étaient déracinés, anxieux, à la limite de leur force. Il en mourait jusqu'à 100 par jour. Les pays d'accueil sont alors eux-mêmes aux prises avec les problèmes nés de leur récente indépendance. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. Dès mars 1962, à la demande et de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner. Mais les réfugiés sont tristes. Leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Ça fait quand même mal, hein. Et des forces de moi si c'est pas nous les bourreaux, madame. Eh bien, un peuple ayant souffert. Voilà, mais nous on a toujours accueilli, hein. On a toujours été très accueillants au Congo. Et on a eu des vagues de réfugiés
Les Éthiopiens, même à l'époque, voilà. je me rappelle. On a accueilli ceux venant du Rwanda, Burundi, de l'Ouganda, on a accueilli les Angolais, on a accueilli les Brazzavillois. Les Brazzavillois, donc, mais on a comme un retour de bâton. On oublie que c'est pas à cause du Congo qu'il y a eu le génocide, mais il y a eu le génocide parce que au Rwanda, ils ont un problème d'une minorité majoritaire confrontée à une majorité minoritaire. Voilà, et qui, au fil des années, depuis les années 1900, s'entretuent comme ça. Avant même. Voilà. Avant Et même nous les l'indépendance. accueillons. Le grand tort que nous avons eu à faire au Congo, rappelez-vous, Mobutu voulant sortir de l'isolement dont il souffrait dans les années 90, accepte ces réfugiés de venir en catastrophe, même armés. Il n'avait pas seulement accepté, il était forcé par le Français d'accepter. Oui, mais rappelez-vous, si vous voyez les propos, il n'a même pas fait de résistance, je veux dire. Oui. Parce qu'à l'époque, j'étais encore aux Nations Unies, on recevait des communications de Kengwa Dondo qui, lui, posait des questions, disait mais comment, etc. Mais Mobutu voulait vraiment, et ça l'a sorti de l'isolement. Mais le tort, ils étaient armés, ils étaient à la frontière, et nous connaissons la suite. Mais aujourd'hui, pourquoi le Congolais est dans les mois face à cette question? C'est qu'on veut retourner, comme on dit, la faute. Et on a des pays voisins qui, profitant de cette situation d'instabilité, voyant comment ils exploitent nos ressources, et puis la violence s'intensifie, on vide des territoires entiers de leur population, parce qu'on voit qu'il y a comme des colonies de peuplement. Et quand on nous dit les Banyamulenge sont vos frères, ils sont là depuis longtemps, on veut bien. Mais dans tout pays, regardez les États-Unis à la bordure mexicaine, ils ont accueilli des Mexicains qui sont américains aujourd'hui ou qui ont la green card aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que tout le Mexique peut se déverser aux États-Unis sans contrôle, sans demander est-ce que vous avez la nationalité qu'on doit vous donner à titre individuel. Cette façon d'avoir donné à titre collectif, ça posait aussi un problème. Donc, c'est là où je dis nos autorités, nos pouvoirs publics ne doivent pas banaliser cette sensibilité des Congolais face à cette question. Elle est vraiment sensible, il faut qu'on en parle. Et en toile de fond, il y a quoi? Moi, j'ai été dans le cadre d'une mission qu'on avait faite à l'époque aux Nations Unies en Afrique centrale, tous les 11 pays de l'Afrique centrale. On avait été au Rwanda, Burundi, etc. Et on a rencontré des autorités là qui, je me rappelle en particulier d'une ministre, qui sans détour disait oui, c'est quand même pas normal, lors d'une réunion officielle, c'est quand même pas normal que nous, on soit dans nos pays très exigus, avec une grande densité de population, etc., à se serrer comme des sardines. Et en face, elle fait d'ailleurs en face, c'est immense et c'est vide. Donc, en filigrane, il y a ça. Donc, nos craintes, nos préoccupations sont réelles. Et moi, surtout là où je pointe du doigt, c'est la question de l'allégeance. Parce que jamais ils se disent, nous sommes devenus Congolais, nous allons allégeance au Congo. Non, il y a toujours cet attachement rappelez-vous, il y a d'ailleurs un qui est à la CPI, que la CPI a décliné comme Rwandais. Oui. Hein? Donc, Bosco. Voilà. Mais quand il était ici, il était un Congolais. Voilà. Donc, ces craintes sont réelles. Maintenant, à nos autorités d'aborder ces questions sur le plan diplomatique, oui, diplomatie active, mais juridique aussi. Juridique, voilà, politique, mais de dire que c'est pas nous qui avons créé cette situation. Et une autre chose, moi je dis, double nationalité, oui, on doit bien en venir, parce que beaucoup de nos compatriotes vivent à l'étranger, ont eu à prendre la nationalité du pays d'accueil pour des raisons diverses. Mais moi, là où je suis, je m'insurge. Mais alors là, je m'insurge. On ne peut pas donner à un Congolais des fonctions dans certains secteurs. Si.
quand il a la double nationalité. Non. Certaines économies, voilà. Moi, j'ai rencontré pourtant aussi des gens de la famille qui sont maintenant français ou quoi. Ou non, je voudrais, dans X années, je rentre au Congo, je vais postuler, je vais être député. Je lui ai dit non, mon cher ami. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu es français, tu restes congolais, oui, mais quand tu viens ici, il y a plein de fonctions, beaucoup de secteurs. Voilà, d'emplois que tu peux occuper. Alors, mais quand on te nomme à des postes de responsabilité, quand on devra voter une loi anti-française, vous serez dans ce Parlement-là, vous allez vous positionner comment? Voilà. Vous allez voter pour la France ou vous allez voter pour le Congo? Alors, c'est une bourde qu'a commise le président Félix Tshisekedi en disant que c'était des Congolais, ou bien c'est une vérité réelle? Je crois que cette communication du chef de l'État, il faudrait que certains... On revient toujours là-dessus. Oui, mais de le dire parce que c'est la question que vous avez posée. Je crois que M. Dieudonné l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes autour de nos autorités, surtout ceux qui sont censés apporter leur contribution en termes de communication. Je crois que les autorités doivent vraiment être très bien entourées pour ne pas faire de communication inappropriée. On l'a dit tout à l'heure pour Mme Mabunda. Je crois qu'avec sa communication, cette communication est venue mettre de l'huile au feu. Et je crains la réaction de la base de l'UDPS qui, vous le rappelez, lorsqu'un député national a traité le chef de l'État d'inconscient, la maison a été envahie et ça a créé de problèmes. Et surtout que c'est elle qui est présidente. Si elle jusque-là, c'est le calme plat, on n'a rien entendu. Oui, mais on ne sait pas ce que la base prépare, comment ça s'est fait hier, cette communication. Oui. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer. De mijoter, là, oui. Mais je crois que le chef de l'État, si vous auditionnez cette vidéo, moi ça m'a touché personnellement parce que c'est la première fois qu'on voit quand même le chef de l'État, un chef de l'État congolais qui s'adresse à ses compatriotes de la diaspora et se voir huer. Ça m'a tiqué. C'était pas quand même contesté Est-ce qu'il fallait aborder ces sujets en ce moment? Mais ça, c'est vraiment... Il faudrait vraiment que le chef soit bien encadré, structuré. Est-ce que le chef l'a fait de manière délibérée sans consulter ce collaborateur ou ses collaborateurs lui ont fait parvenir devait-il en parler là devant cet auditoire? Ça ne valait pas la peine, j'estime. Et même, moi je crois que dans les jours qui suivent, si le chef de l'État doit s'adresser à ses compatriotes de la diaspora, on peut carrément éviter les caméras, on peut retenir les téléphones de gens. Ça se fait comme ça, même pour des raisons sécuritaires. Les gens ne sont pas obligés de filmer cette conversation entre le chef et ses compatriotes. S'il y a des couacs ou des événements malheureux qui surviennent, ça se balance dans les réseaux sociaux. Les Banyamulenge sont-ils nos frères ou pas? Ça, c'est la grande problématique et c'est le grand questionnement. Tout est parti de la constitution de la République qui a ouvert la brèche aux étrangers d'acquérir la nationalité congolaise. Vous vous souviendrez que avec la loi du 26 mars 1971 signée par le président Feu Maréchal Mobutu, les étrangers ont eu la possibilité d'acquérir la nationalité congolaise, du moins ceux qui ont connu ceux dont l'indépendance de la République les a trouvés sur le sol congolais. Qui appartiennent à des tribus dont les... Voilà, donc on a arbitrairement donné de la nationalité congolaise comme ça à certains étrangers. Ils sont restés ici, ils se sont mariés avec nos sœurs. Surtout cette histoire, surtout ce mariage-là. Voilà. Qui continue même jusqu'à présent, voilà, et même entre les groupes rebelles armés, parce qu'il ne faut pas dire que toutes les femmes, c'est vrai qu'il y en a qui ont viol, mais il y en a qui peut-être, vous l'avez vu au Nigeria, après viol, prennent goût à ce viol et deviennent même épouses à ces personnes-là. Moi, je me rappelle même alors si ces personnes-là aujourd'hui doivent partir, ça veut dire qu'ils laissent des enfants... des enfants qui sont nés ici, qui sont tombés ici, ils sont dans le droit de se réclamer d'être des Congolais. Moi, je me rappelle même le président Mobutu à l'époque disait à certains officiers généraux, prenez une deuxième femme rwandaise pour soutirer des informations. Ce sont les plus belles d'Afrique qui parlent. Voilà, soutirer, mais là, dans ces cas, c'était pour des raisons stratégiques. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Hein. Oui. C'était pour des raisons stratégiques militaires, pour soutirer des informations, savoir ce que les pays voisins, parce qu'il faut reconnaître que la République démocratique a 9 pays limitrophes, soutirer des informations, savoir ce que les autres manigancent. Vous savez, Mobutu était un stratège, un fin politique, il voulait précéder les événements, avoir une longueur d'avance sur ses homologues chefs d'État africains. Mais aujourd'hui,
je pense qu'il faut vraiment lancer une réflexion sérieuse. Le chef de l'État l'a dit lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il faut lancer une réflexion sérieuse sur la question notamment de la binationalité, parce qu'il y a des confrères plutôt de Congolais qui souffrent de ce problème et qui voudraient venir exercer ou habiter au Congo. Porter leur contribution au pays. Oui, exactement. Je vais revenir également à cette problématique des Banyamulenge. La Constitution donne l'opportunité aux étrangers d'acquérir la nationalité congolaise. Mais je crois que le problème, c'est au niveau de ceux qui acquièrent cette nationalité. Comment vous vous comportez? Le président, justement, on en a parlé, il a dit qu'il faut, par les actes, qu'il faut qu'ils démontrent qu'ils sont congolais. Qu'ils nous démontrent que vous êtes congolais. Vous ne pouvez pas acquérir une nationalité d'un pays et en même temps combattre ce pays-là. Nous savons tous ce qui s'est fait au niveau de l'Est. Il y a des tireurs de ficelles dans l'affaire de l'exploitation de nos ressources, au point où nos frères sont abattus comme de la viande de bœuf, comme de la viande de chèvre. C'est inadmissible. Vous avez opté pour une nationalité, pour la nationalité congolaise. Comportez-vous en tant que Congolais, ayez l'amour du pays, soyez patriotes, ne vendez pas le pays parce que vous voulez vous enrichir à travers les minéraux, le sous-sol que regorge. Mais ce problème-là, moi j'ai remarqué que c'est vraiment même pas avec les Rwandais ou tous les Nilotiques. C'est aussi, des fois même nous-mêmes Congolais, quand vous avez une maman angolaise, une maman brazzavilloise et que votre papa est congolais de Kinshasa, j'ai remarqué qu'il y a un certain complexe. C'est comme si la nationalité RD congolaise fait honte. Quand vous demandez à une personne, c'est quoi votre nationalité? Moi, je suis 50% Brazzavillois, 50%. On veut vraiment mettre cette démarcation-là. Pourquoi, monsieur Jérémy? Oui, je crois que le problème ne vient pas de nous. Ça vient de ceux qui nous ont précédés. On parle de problème de Banyamulenge. Ce que le président a dit, c'est une vérité que tout le monde disait tout bas, que lui a pu le dire. Même le cardinal tout haut. Même le cardinal a reçu. Oui, il a reçu ces personnes-là. Des Banyamulenge. Et il a affirmé même ils ont pris une photo de famille ensemble. Mais alors pourquoi il n'y a pas eu... Mais ils l'ont fait ici. Écoutez, madame. Ils l'ont fait en RDC. Oui. Écoutez, madame, c'est vrai, le problème, c'est un problème aussi juridique que politique. Premièrement, la façon dont ils ont acquis la nationalité, c'est très compliqué. En bloc. Maintenant, on sait, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous ne savons pas définir qui est congolais et qui ne l'est pas. On a cité le cas de Bosco Ntaganda, mais moi je dirais que ce phénomène s'est amplifié avec la guerre de 96. Oui. Lorsque M. James Kabarebe a été nommé, je dis bien nommé, chef d'état-major général interarmé. Et puis, Bizimakara aux affaires Deogracias Bouguera, oui. Secrétaire exécutif de l'AFD. Mais plus jamais ça. Quelqu'un qui a une autre nationalité ne peut pas occuper ces fonctions. Donc, on va dire que Félix hérite alors. Le pauvre Félix est en train d'hériter. Il a hérité une situation dont il veut qu'on mette sur la table, qu'on en parle sérieusement. Il a dit lors du congrès. Il faut qu'on en parle sérieusement. Ce même James Kabarebe, qui est aujourd'hui ministre des Défenses au Rwanda, et conseiller spécial en matière de défense et sécurité du chef de l'État rwandais. Il connaît tous les secrets de la RDC. Chef d'état-major interarmé. Il connaît toute la logistique. On ne parle pas de la défection du fameux colonel de FRDC qui a, voyant que ADF a été mis en... Oui, il est allé dans un maquis, il a rejoint le maquis. Il a rejoint le maquis pour dire qu'il était ougandais, rwandais. Vous voyez, donc c'est comme dit madame, quand ils sont de l'autre côté, ils sont... Qu'il a hérité. Il faut qu'on en parle. Ok, vous êtes les Banyamulenge, oui. Vous voulez être congolais, oui. Mais il y a la loi. Il faut vous conformer à la loi. Et il y a nos compatriotes qui ont pris des nationalités
étrangères, mais je ne pense pas qu'ils sont en train de fouler aux pieds la législation du pays d'accueil. Ou réclamer les terres comme le font les Banyamulenge. Ils ne peuvent pas réclamer les terres parce qu'ils sont dans leur terre. Oui, mais on va poser la question. Oui, vous réclamez une terre. Oui, mais quand vous allez dans d'autres tribus, il y a quand même des ascendants, hein, ceux qui ont vécu avant et qui peuvent vous dire, vous narrer l'histoire. Mais les Banyamulenge, tout le monde sait qu'ils sont venus parce que persécutés par les Hutus. La vidéo nous l'a montré. Parce que persécutés par les Hutus, chassés de l'Ouganda, chassés du Rwanda, chassés du Burundi. Ils n'avaient pas une terre d'accueil. Nous, on a accepté, on s'est dit, d'ailleurs, on n'a pas accepté. La communauté internationale, comme d'habitude, a imposé au Congo de les recevoir, de leur accorder une terre. Connaître cette imposition-là. C'était quoi, les clauses du contrat? Oui, mais ils ont dit que vous devriez, par humanisme, par humanisme. Mais nous, on aurait dû dire, oui, mais vous les désarmez à la frontière. Ça, c'est en 2016. Et puis en 2016, en 96, ils ont poussé comme raison, nous devons entrer avec nos armes pour nous défendre contre les attaques. Ce qui est pratiquement, je dirais que c'est un péché impardonnable que l'administration ou le pouvoir de l'époque a commis, parce qu'on ne peut pas laisser, nous payons les frais jusqu'à mais quand Laurent Désiré Kabila nous les a ramenés encore une fois, oui, il les a laissés avec les armes, disant que les Rwandais qui sont venus, d'ailleurs auparavant il a dit que ce n'était pas des Rwandais, c'était nos frères congolais. Paix à son âme, monsieur le président de l'UDPS, monsieur Étienne Tshisekedi, a dit que mais Kabila, tu es venu, c'est vrai. Dites-nous quelle facture devrions-nous payer aux Rwandais pour qu'ils s'en aillent, qu'ils nous laissent développer notre pays. La preuve, il a été relégué. Et il a eu à user des astuces pour sortir du pays. Hein? Il a eu à utiliser des astuces. Menacé d'élimination. Donc moi je dis, c'est un problème, quand le président Félix parle de ce problème, ce n'est pas d'hier. Oui. Donc c'est un problème qu'il connaît. C'est les raisons pour lesquelles il dit qu'on doit en débattre. Ouais, les Banyamulenge ont pris un avocat. La justice est pour tout le monde. Mais on se posera la question de savoir, la terre que vous réclamez, est-ce réellement la terre de vos ancêtres, oui ou non? Même la terre elle-même va parler. Je vous assure. Parce qu'ils font un lobbying très fort. Mais la terre elle-même va parler. Bon, il y a aussi la question de savoir maintenant. Une question que je pose à M. Dieudonné, à laquelle vous allez répondre vous tous, parce que le temps commence à nous faire défaut et nous devons conclure cette émission. Qui est réellement congolais? Parce qu'à un moment, rappelez-vous, les Balouba n'étaient pas congolais. Bah oui. Rappelez-vous un moment. Non, c'est-à-dire... dans tout président qui a succédé à la tête de ce pays, on a toujours trouvé qu'il y avait une appartenance à... Tout de suite, là, sur cette question-là, je crois que c'est... Oui, ça, à part Félix qui... La bassesse de la culture congolaise, où on va traiter une ethnie ou une tribu... contre. Il y a cette, je dirais, manque de culture. Et puis, ça exprime aussi la haine et, à l'endroit des autres. Mais, pour revenir à la question de Banyamulenge, le Rwanda, la balkanisation... oui, et puis le mot balkanisation, le président Félix a dit... ça vient du Balkan. Non, le mot réel qu'il a utilisé, c'est... Enfin, il dit qu'il ne faut pas suivre ces bêtises. Les bêtises venant des sorciers. Quelque part, le langage... Ceux qui veulent faire de la balkanisation et qui n'ont rien à dire, non, il faut pas... Qui n'ont rien à dire. Mais j'aimerais commenter la question d'abord, parce qu'en fait, la balkanisation est liée au Rwanda. On accuse le Rwanda d'avoir des intentions de balkaniser le pays pour occuper ces territoires. Ça explique pourquoi il y a des Rwandais qui viennent s'installer, où on tue des autochtones pour transfuser des populations qui viennent du Rwanda pour occuper ces terres. Mais en fait,
il y a les experts se sont déjà pensés sur cette question. Il y a des gens qui ont écrit des livres. Il y a beaucoup à dire, à raconter. Pour résumer, c'est une question, on pourra en débattre du matin jusqu'à l'autre matin. Mais en résumé, d'abord, revenons sur la communication je vais revenir sur la communication du chef de l'État. Et mon cher ami le journaliste avait flairé ça. Je pense qu'en sa qualité de chef d'État, et également par rapport à ce qui se dit dans le média, il ne faut pas oublier la main serrée du président Félix Tshisekedi avec Paul Kagame à la réunion au Kenya. Ok, ça avait fait vraiment débat, et il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des choses qui se racontent, que l'épouse de chef de l'État serait rwandaise, qu'elle était partie rencontrer la famille présidentielle à Kigali, il avait ramené des enfants. Alors, et puis très récemment, son directeur de cabinet avec son fameux discours au mariage de l'enfant de James Kabaré. Tout ça, ça fait que ce n'était pas vraiment le moment et l'endroit pour que le chef de l'État évoque la question de Mme Moulengue. On aurait traité ça ici, il aurait confié ça à quelqu'un d'autre, si ce n'était pas en tout cas opportun. Oui, parce que quand M. Kamere dit le chef de l'État aurait voulu assister... Oui, à ce mariage, mais il regrette. Enfin... Il est fâché qu'il n'était pas invité. C'est quand même... C'est trop bas quand même, excusez-moi. Vous voyez, donc en tout cas, les gens suivent, et ce n'est pas... C'est peut-être fait intentionnellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'était pas bien que le chef de l'État parle de ça, surtout... Les gens vont vite relier tout ça. Ils vont faire une connexion entre tout ça. Oui. Maintenant, la question de Banyamulenge, enfin, tout le monde le sait, on a écrit, mais pour résumer, c'est une question qui remonte depuis l'époque coloniale. En fait, ce qui se passe, c'est que le Rwanda, par le trichement des colonisateurs, ils ont exporté, les Rwandais, quand je dis Rwandais, c'est Hutu et Tutsi, ils ont exporté leurs problèmes, les conflits ethniques, ici sur le sol congolais. En 1959. Avant ça, un peu avant ça, lorsque les Tutsis ont commencé à réclamer l'indépendance, auprès des Belges, d'ailleurs, le Belge qui était le colonisateur, avait une politique d'avoir privilégié les Tutsis et les a utilisés contre les Hutus. Ils avaient une certaine préférence, mais quand ils ont constaté qu'ils étaient plus intelligents, ils ont dit qu'ils étaient plus nobles, plus intelligents, et beaux, ainsi de suite. Alors, ils les ont utilisés, n'est-ce pas? Et je crois qu'ils avaient même une idée de vouloir utiliser une partie des Tutsis ici, en RDC. Mais ils en ont dans l'intelligence, on va dire, dans l'intelligence, ils avaient ramené une part dans le chemin de fer, ainsi de suite. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais ce qui se passe, la période déterminante, c'est lorsque les Tutsis commencent à réclamer l'indépendance, les Belges vont s'appuyer sur le Hutu pour faire bloc contre les Tutsis. C'est de là que naîtra le premier conflit ou génocide. Il y a eu des milliers de Tutsis qui ont été tués et environ 300 000 d'entre eux vont être exilés. Ils vont aller dans toutes les directions. Ça, c'est déjà en 59. Vous voyez, 1959. C'est comme ça que vous aurez le première vague de Tutsis qui vont venir s'installer en RDC. Et puis, il y a ceux qui vont venir du Burundi et de la Tanzanie. C'est comme ça que vous avez les Tutsis qui se sont installés à l'est de la République, sur le plateau vers le massif, sur le plateau Minembwe. Ceux-là, par le trichement du maréchal, vont obtenir la nationalité. C'est parti, mais nous le savons en tout cas. Monsieur Dedené, oui, c'est vrai que le temps fait des choses. Je vais aller vite, mais je voulais dire quand même deux petites choses importantes. Après ça, ces Tutsis-là qui sont devenus Congolais se sont bien installés dans le pays. Moi, je me rappelle, on avait
les Tutsis ou Banyamulenge qui étaient un peu partout, hein, travaillaient dans les sociétés, instructeurs, professeurs. Moi, j'ai eu 2 amis, comme madame le disait, elle avait 2 amis, on était très bien, mais quand est-ce que les choses se sont gâtées? C'est en 96, à l'entrée de l'AFDEL. Monsieur l'a effleuré. Lorsqu'on va confier l'armée, il y a tout ça qu'on a déjà dit, lorsqu'on va confier l'armée entre les mains du Rwanda, c'est là que ces sentiments de rejet, de domination, de présence du Rwanda va commencer Rappelez-vous comment ils ont confisqué les villas des gens, exactement. Les voitures, etc. C'est là que le sentiment... À qui vous le dites, nous en sommes des Mais ça, ce sont les Rwandais qui sont venus en conquistador. Oui. Parce que, vous savez pourquoi aussi? Parce que le Congo était, le Zaïre à l'époque, au plus bas. Oui, parce que l'armée de pouvoir Mobutu avait laissé le pays en lambeaux. Il y avait aussi ces fameux accords de l'Éméra. Voilà, alors, donc c'est à partir de ce moment-là, même le Banyamulenge congolais qui vivait déjà bien dans une certaine harmonie avec les autres peuples de la RDC, lorsqu'il y a eu ces problèmes, lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé de renvoyer le Rwandais, et vous savez ce qui s'est passé brutal, c'est-à-dire on a assimilé et les Rwandais qui sont venus du Rwanda, en fait la vague qui est venue avec l'AFDEL, et les Banyamulenge congolais qui vivaient déjà. Mais là, je voudrais rajouter, parce que je connais une histoire bien personnelle, le problème. Les Banyamulenge qui étaient là avant, bien installés, qui étaient avec nous intégrés, se sont liés avec leur... C'est là qu'on va y arriver. Je vais arriver, madame. Je vais arriver. Donc, quand on arrive... On peut faire vite pour conclure l'émission, oui. Quand on arrive à ce stade-là, ce qui va se révéler, c'est que aussi le président de la République avait évoqué qu'ils doivent démontrer qu'ils sont congolais. C'est que finalement, ce qu'on a compris, et le problème Banyamulenge qu'on parle ici, c'est que quelle que soit la nationalité congolaise qu'ils ont acquise, les Banyamulenge, en tout cas, suite à l'observation, à ce qu'on constate sur terrain, ils font toujours allégeance au Rwanda. Et depuis le génocide, depuis l'arrivée du FPR au pouvoir, et l'installation de M. Paul Kagame comme président de la République, c'est-à-dire le Rwanda est devenu le sanctuaire, le refuge, le défendeur de tout le Tutsi dans le monde. Parce que Paul Kagame s'est présenté en protecteur des Tutsis. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait. J'arrive, madame, s'il vous plaît, vous avez... On peut faire une autre émission. Voilà, moi je veux juste savoir, ça sera peut-être votre mot de la fin, monsieur Jojo, cette question de Banyamulenge était finalement un fonds de commerce qui profiterait à certains politiciens. Vous pensez pas? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des tireurs de ficelles dans cette affaire de l'Est, de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. C'est vrai, ce qui est évident, c'est que beaucoup tirent de ficelles, parmi lesquels les fils et filles de notre pays. Nous avons été reçus la semaine dernière dans une réunion ou une rencontre avec quelques notables du Grand Kivu. Ils ont reconnu bel et bien qu'il y a balkanisation, un plan de balkanisation ici en République démocratique du Congo. Fort malheureusement, ça nous a tous tiqué de voir que ceux qui sont concernés ou ceux qui sont dans cette affaire ou dans l'optique, dans la logique de ce plan de balkanisation, ce sont parmi eux des Congolais. Mais c'est vrai que c'est... Pour quel bénéfice? Voilà, donc lorsqu'il y a exploitation de nos ressources, il y a ceux qui gagnent financièrement quelque chose. Mais moi je crois que tout est parti aussi de la communauté internationale. Vous devez vous souvenir du discours de Patrice Emery Lumumba au lendemain de l'acquisition de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Il a bien dit qu'il y a un plan de balkanisation qui a été mis en place
l'éclatement du Congo, vous vous rappelez, c'est demain. Voilà. Donc il a déjà visé l'opinion, l'élite congolaise pour dire que faites attention, il y a bel et bien un plan de balkanisation qui se prépare. Et aujourd'hui, pour la communauté internationale, il faut une sous-traitance. Et la sous-traitance, nous savons tous, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui permet aujourd'hui, à travers cette situation d'insécurité, d'instabilité à l'est du pays... Pourquoi ne voit-on que le Rwanda? Pourquoi nous avons 9 pays limitrophes. Oui. Mais vous n'avez jamais vu le Congo Kinshasa être agressé, par exemple, par le Congo-Brazzaville. Mais le Burundi, ou le Centrafrique. Mais oui, c'est cette partie où il y a nos ressources... qui profitent aux gens, donc c'est-à-dire qu'il y a les sous-sols avec les richesses congolaises, c'est cette partie-là, parce que la communauté internationale, il faut le reconnaître, a besoin de l'uranium, a besoin du coltan, a besoin du cuivre. Alors, le bon nombre de ces matières premières se retrouvent dans la partie est du Congo, et c'est cette partie-là qu'il faut mettre en mal pour générer ces ressources. Mais je voudrais revenir également sur une question pertinente que vous avez posée. Qui est congolais, qui ne l'est pas. Oui. Moi, je crois que ça devrait interpeller nos acteurs politiques. Il y en aurait qui seraient venus d'Égypte, qui seraient venus d'Angola. Madame, vous, par exemple, qu'est-ce qui prouve que vous êtes congolaise? Il n'y a rien, c'est pas votre morphologie. C'est pas la des fois, on l'attribue aussi à quelqu'un à une certaine ethnie. Voilà, c'est pas la carte d'électeur. Oh, moi, j'ai les preuves que je suis congolaise. C'est pas la carte. Allez dans mon village. Hein. C'est pas la c'est pas seulement ça. Puisqu'il y a des Banyamulés qui sont nés ici, ils vont dire que moi, si mais ils sont nés, on sait que c'est un Munyamulenge. On sait, là, on sait. C'est une réflexion profonde qui doit interpeller la classe politique congolaise. C'est le moment d'y réfléchir, parce que nous avons même vu des étrangers qui se sont procurés de la carte d'électeur. La carte d'électeur n'est pas la carte d'identité. Bien sûr, mais pourquoi on n'a pas juste quand on n'a pas cette carte d'identité? Voilà, justement, donc c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de voir. On a parlé même de pouvoir faire une sorte de recensement pour savoir effectivement qui est congolais, qui ne l'est pas. Et moi, je pense que c'est le grand moment de pouvoir le faire, parce que sinon, nous risquons de dormir un bon matin, perdre notre pays. L'ONIP, le fameux ONIP. Vous avez conclu avec ça, madame. Moi, je voudrais savoir, bon, les Banyamulenge, vous l'avez dit, on vit avec, on va dire, avant l'indépendance, c'est ça? Jusqu'à présent, il y en a qui sont ici, il y en a même qui commencent à perdre cette souche rwandaise, tellement que en se mariant aussi avec des Congolais, vous savez, ce sang-là commence à se dissiper. Alors, de qui devrait-on se méfier? De ceux-là qui ont toujours vécu ici, ou bien de ceux qui sont en train d'arriver, comme on est en train de le dire, avec ceux qui chassent, disons, les tueries de l'Est, ceux qui remplacent? Parce que sinon, là, vous ne pensez pas qu'on est en train de tomber dans un schéma de xénophobie? Moi, je dis, justement, c'est pour ça quand vous avez posé la question, est-ce que de qui doit-on se méfier? Non. Il ne faut pas ce climat de xénophobie sur votre plateau. Ici, j'ai eu à blâmer l'Afrique du Sud qui s'en prend aux étrangers. Donc, ce n'est pas moi qui vais aujourd'hui dire il faut se méfier d'eux. Il faut juste renforcer notre justice. Il faut renforcer notre administration. La gouvernance. Notre administration. Parce qu'on a des pans entiers des territoires où il n'y a pas d'autorité de l'État. Il n'y a pas d'autorité de l'État. Il faut renforcer nos services de renseignement. Et donc, oui, ceux qui étaient là ont eu la nationalité, et puis, même si on a décrié la manière dont ils ont eu la nationalité, cette façon collective de donner la nationalité, mais maintenant, ils sont congolais depuis X temps avec leurs enfants et tout. Mais maintenant, il faut contrôler cette nouvelle immigration qui arrive. Comme tout pays, est-ce que vous n'avez pas remarqué dans le monde, au moment des élections, d'ailleurs, la question de l'immigration est sensible. Dans tous les pays du monde. C'est sauf nous qui n'en faisons pas une question absolument cruciale, qui ne nous donnons pas l'effort de réduire la porosité de nos frontières, etc. Donc c'est vraiment ça. Mais on mettra aussi fin à cette infiltration si on a des mécanismes très de surveillance, mais aussi de nomination des gens des hautes fonctions. Moi j'aime beaucoup le système américain, bien qu'il y a parfois des déviations. Quand ils doivent nommer un ministre, un ambassadeur, etc., la personne passe
au grill, hein, Oui. devant le Congrès, et on épluche sa vie. On lui pose des questions. C'est comme ça qu'on peut savoir qui On est fouille qui. dans son passé. Voilà, Il a triché à un examen, on le On sait tout de fouille suite. dans sa vie, on fouille dans la vie Ouais. de sa femme, de ses enfants, ce qui est normal. On ne peut pas se retrouver dans une situation où on a un chef d'état-major qui appartient à un pays Une armée étranger. étrangère. Qui n'a même pas acquis la nationalité Exactement. congolaise. Et moi, je dis que je suis celle qui dit, au risque de soulever parfois des vagues, de dire non, certaines fonctions élevées dans ce pays doivent être réservées aux Congolais Seul Congolais. de souche. Point final. Il n'y a pas à dire j'ai la double nationalité. Parce que je dis toujours, au moment où vous aurez à choisir entre votre pays, notre Pays nation- voilà, de provenance. l'allégeance, vous la ferez envers qui? Et surtout lorsque ça brûle ici, et ils peuvent rentrer à la France. Exactement, exactement. Donc il y a des fonctions pour lesquelles ensuite, 10 ans plus tard, ils reviennent interdiction comme de des donner à quelqu'un à un Congolais qui n'est pas de souche. Voilà comme ça, comment on va petit à petit résorber ce problème qui va prendre beaucoup de temps. Monsieur Dieudonné, quelques minutes, vraiment, de manière... Je dirais d'abord, hein, je dirais en concluant que voilà, et le problème de la balkanisation, aligner ça avec le Banyamulenge, je ne pense pas que ça tient vraiment sa raison d'exister. Je ne pense pas que sur le plan stratégique... Il y a des velléités. Hein, il y a des velléités, mais je vais expliquer, madame, qu'est-ce que ça veut dire ces velléités? Elles sont une menace pour la balkanisation. Non, c'est-à-dire les raisonnements... Les raisonnements, celui-ci, c'est que le problème que nous avons sur le Rwanda, le Rwanda a un problème d'espace et d'une explosion démographique. Alors, la RDC sert de soupape pour désamorcer des tensions qui peuvent survenir dans le pays. Voyez, qui peuvent survenir pourquoi au ne pas Rwanda. limiter les naissances? Vous voyez. Donc, mais en termes, si vous regardez les éléments de base, le Rwanda, c'est un petit pays. Et en classement de puissance militaire, elle ne fait même pas, le Rwanda, il ne fait même partie des 30 premiers. Nous sommes 9e. OK? Mais Paul Kagame a dit le contraire. Non, mais en tout cas, l'institution américaine qui classe les armées, en tout cas, je pense qu'ils sont quand même très bien informés. Nous sommes 9e. Et en termes de population, en termes de nombre de troupes, le Rwanda ne fera jamais le poids. Le Rwanda ne peut pas avoir... N'entêtez même pas l'ambition, parce que pour balkaniser, il faut qu'il y ait une offensive militaire et frontale. Il ne saura pas le faire. Mais le jeu du Rwanda, c'est là où c'est dangereux pour les Banyamulenge, qui sont des Tutsis congolais, c'est de mélanger Rwandais et Congolais d'origine ou de sous-Tutsis pour utiliser cette population à l'est du pays comme une population tampon. En cas de problème entre la RDC, ils pourront s'allier avec les Rwandais pour défendre la cause du Rwanda. Ça, je pense que c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se trame dans la pensée de ceux qui ont l'ambition de vouloir contrôler un petit peu la politique ou les institutions de la RDC. C'est d'utiliser les populations Banyamulenge ou Tutsi congolaises dans les institutions de la RDC pour favoriser le Rwanda dans la politique. À nous d'être prudents alors. Oui, c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut être prudent et que nos frères Banyamulenge qui sont congolais doivent choisir un jour servir la nation congolaise ou alors faire allégeance au Rwanda. Mais les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Donc c'est ça la, oui, moi la chose. Je dirais que nous devons plus nous méfier de nos frères congolais aliénés. Oui, ça c'est un danger potentiel. Parce que ce problème de balkanisation, c'est vrai, c'est devenu un fonds de commerce. Mais je vous assure, moi, bon, je me tais de citer le nom, mais je connais des gens qui aujourd'hui, par cette guerre, font d'énormes bénéfices en matière de commerce. En matière de commerce. Et ils sont officiers dans l'armée. Et ils sont congolais. Même pas de l'Est, de l'Ouest.
Hein. Ils en profitent, ils envoient les troupes rebelles, disons, soi-disant rebelles, faire des razzias et puis ils achètent des véhicules qui viennent revendre ici, des véhicules de luxe. Exploiter les mines. Oui, ils exploitent les mines. Donc un danger, ce sont des Congolais aliénés. Ils sont Congolais, mais ils font allégeance au Rwanda, d'une manière. La cupidité. Hein. Voilà. Donc les dangers, premièrement, pour cette balkanisation, c'est, bon, excusez-moi le terme, hein, ce sont des Congolais eux-mêmes qui sont cupides, avides des richesses personnelles. Excusez, j'ai lu sur mon compte Facebook, il y a quelqu'un qui a lancé un appel des fonds pour qu'on puisse soutenir les FRDC. Mais il fallait voir quelles étaient les réponses des Congolais qui disent que est-ce que Bissonnet Otinda Bango Moussala Wana, ce qui va moni ba kokite ba tika. Tu vois, quelqu'un qui dort à l'extérieur, qui a passé les nouvel an sans sa famille pour te défendre toi, mais c'est comme ça que tu le payes. Il faut relever le niveau de la culture. Hein. Le problème, c'est que, je reviens à ce que vous avez dit, lorsqu'on est confronté à des parents qui ont des nationalités, c'est juste le manque de culture. Et moi, j'interpelle le plus souvent le ministre en charge des cultures et celui de l'éducation. Nous devons revenir à nos valeurs ancestrales. On doit revenir à la culture congolaise, purement congolaise. Oui, il faut parler de culture congolaise, mais quand on voit un mariage coutumier de nos jours où les deux mariés, voilà, les deux mariés s'habillent en nigérian, louent à la mode, c'est compliqué. Nous perdons nos valeurs. Aujourd'hui, avec le YouTube, vous voyez des journalistes presque dénudés. Or, c'est pas dans nos cultures, hein. C'est pas dans nos cultures. Et voilà, mesdames et messieurs. Le journalisme des pasteurs aussi. Des pasteurs, oui. Cette émission est finie. Malheureusement, il y a beaucoup à dire, mais vous savez, en 1h30, on nous a même rajouté encore 10 minutes en 1h40. On n'a pas su dire, parce que c'est vraiment une question qui touche, on va dire, le cœur. C'est vraiment très sensible. Et voilà, donc, qu'avons-nous retenu? C'est que le chef de l'État a une communication, certes, défaillante. Voilà, c'est pas moi qui ai dit le mot. Beaucoup amélioré. Oui. Voilà, on reprend ma place et ça, je préfère parce que je suis journaliste et je ne suis pas censée avoir un jugement sur la question. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous la suivrez en rediffusion à 15h et à 21h aujourd'hui même. Au revoir.